Alan est un prince inutile, déchu de sa noblesse et banni dans les bois pour vivre avec des cochons parce qu'il est plus faible que Prince Sakura. En réalité, il était un héros surpuissant dans sa vie passée. Mais à cause de son ingratitude, il préfère finir ses jours à s'amuser avec des méchants à la campagne. Mais avant cela, tout commence lorsqu'Alan se réveille et que son petit frère lui crie que son père l'appelle. Le gamin en a visiblement marre de la paresse d'Alan et espère sincèrement que son père cessera de le traiter comme une princesse. Mais Alan a l'étrange pressentiment qu'aujourd'hui sera différent. Lorsqu'il entre dans la salle du trône, son père s'empresse de lui rappeler que, même s'il est né dans la célèbre famille Westfeld il y a 15 ans, il est toujours bloqué au niveau 1. Son père le traite de honteux et lui annonce qu'il est viré. Mais au lieu de bouder, Alan se sent soulagé. Enfin libre de faire ce qu'il veut, il décide de se diriger vers l'est et de faire profil bas. En chemin, il s'arrête pour se reposer et aperçoit un chevalier qui combat un chien de pierre régénérant. Le chevalier est en train de se faire démolir, et la jeune fille qui l'accompagne refuse de fuir. Il s'avère que cette jeune fille est la princesse Lys d'Adustala. Alan se demande alors ce que la royauté fait dans un endroit pareil. Il se souvient alors d'une époque où Lys l'avait défendu, alors que tout le monde le ridiculisait lors d'une cérémonie. Il décide alors de ne pas rester les bras croisés. Le chevalier Béatrice est mis à terre, et Alan se précipite au moment même où Lys crie son nom, pensant que la partie est terminée. Il arrive juste à temps, et c'est là qu'il réalise que quelqu'un l'a vraiment interpellé. Lys veut savoir comment il a réussi ce coup d'entrée spectaculaire, digne d'un film d'action. Mais Alan est trop occupé à plier les chiens comme du linge essoré. Il se déchaîne avec des mouvements spectaculaires, et les chiens de pierre sont renvoyés à la taupe. Béatrice est grièvement blessée, alors Alan la soigne comme un pro, réparant son armure au passage. Alan demande alors pourquoi ils sont là. Lys dit alors qu'elle a eu une vision lui disant qu'elle pouvait empêcher quelque chose d'horrible. Mais il semble que cette horrible chose ait failli lui arriver. Alan propose qu'ils discutent dans le carrosse cassé à proximité, puis le répare avec de la magie comme si de rien n'était. À l'intérieur, il leur dit qu'il a été expulsé et demande à Lys si elle accepterait qu'il les accompagne comme acolyte, prétextant qu'il a des compétences qui pourraient l'aider à s'entraîner. Béatrice pense qu'il devrait probablement être renvoyé chez lui puisqu'il est techniquement important, mais Lys dit qu'elle préférerait être accompagnée d'un ami plutôt que de suivre un règlement royal ennuyeux. Lorsqu'ils atteignent le village, l'endroit est étrangement calme. Alan réalise qu'aucun monstre n'est apparu depuis son arrivée, ce qui est assez étrange. Peut-être ont-ils peur de quelque chose à proximité. Plus loin, il voit des villageois devant un bâtiment et quelqu'un a été jeté dehors comme un déchet. Lys reconnaît cette personne, Akira, la lumière de sa vision. Mais Akira n'a aucune idée de qui est cette fille à la coupe de cheveux démodée, ce qui agace Lys, car ils ont déjà partagé un repas. Alan demande ce qui se passe avec toute cette histoire de lumière, alors Béatrice explique que c'est lié à un don rare appelé Vaillant. Une seule personne l'obtient par génération, et pour l'instant, c'est Akira qui est l'heureux élu. Elle est censée avoir assez de force pour affronter une armée, et le rôle de Lys est de la guider et de l'aider à repousser le Darknet. Plus tard, pendant qu'ils mangent, Akira raconte qu'elle est arrivée au village par hasard. Un gamin l'a prévenue et elle a failli être offerte en sacrifice à un dragon des montagnes. Lorsqu'elle en a parlé au chef du village, il lui a simplement dit de se mêler de ses affaires. Après en avoir discuté, Alan se dit que les villageois ont volontairement laissé le dragon sur place pour effrayer les autres monstres, ce qui pourrait expliquer le silence. Akira acquiesce et dit avoir dit à la fille qui allait être sacrifiée de se cacher dans une grotte. Mais ses efforts n'ont rien donné de bon, alors elle envisage maintenant d'éliminer le dragon et invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à elle. Alan pense que ce n'est que des balivernes, mais Akira est sur la bonne voie pour tenir sa promesse. Après son départ, Lys et Béatrice décident de la soutenir. Alan l'accompagne également, car il ne peut pas rester les bras croisés pendant que ses amis risquent leur vie. Il se retrouve près de la montagne et commence à planifier. Akira monte directement le chemin principal, tandis que les autres se faufilent pour surprendre le dragon. Alan propose de le guider, mais Akira le repousse, persuadé qu'il va lui voler la vedette. Il essaie de faire comme si de rien n'était, mais elle insiste sur le fait qu'il a quelque chose de différent. Elle monte alors et dit à tout le monde de continuer. Pendant qu'il grimpe, Alan jette des coups d'œil à Lys, un peu inquiet, mais elle dit qu'elle peut se débrouiller seule. Béatrice soulève alors l'évidence, pourquoi la puissante famille Westfeld n'a-t-elle rien fait contre ce dragon? Alan suppose qu'ils ont conclu un accord, ou peut-être que le village a été construit uniquement pour lui offrir des sacrifices. Béatrice admet que cela pourrait calmer la frontière, mais Alan pense que quelque chose cloche. Pendant ce temps, le dragon sent une attaque d'Akira. Elle riposte avec des pouvoirs fulgurants, certaine que ça marchera, mais la créature s'en va comme si elle venait de recevoir un massage gratuit, et se moque même d'elle. Akira refuse de reculer. Le dragon lui lance alors un avertissement effrayant, d'autres pourraient mourir. C'est alors qu'Akira aperçoit la fille à qui elle avait dit de se cacher. Furieuse, elle exige de savoir comment le dragon l'a trouvée. Le dragon dit qu'il a laissé la fille s'échapper, car il n'a jamais voulu la manger. Il voulait juste voir tout le monde paniquer,
car apparemment, il est à la fois maléfique et mesquin à plein temps. Akira déchaîne son attaque la plus puissante, mais c'est comme chatouiller la bête. Le dragon la plaque au sol, riant à l'idée qu'elle soit une héroïne. Elle est allongée là, comme un sac de pommes de terre, tandis que le dragon charge une explosion massive. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Alan apparaît, arborant l'aura de Superman, et lui tranche une aile. Il provoque le dragon, ce qui le rend suffisamment fou pour se jeter sur lui. Alan dit rapidement à Libby de rester avec Akira et demande à Béatrice de mettre l'enfant en sécurité. Puis il le frappe avec une attaque appelée épée assassine. Le dragon est sous le choc. Quelqu'un avec une lame normale l'a entendu. Cette chose est censée être une larme divine. Alan admet qu'elle est puissante, mais après avoir vu Akira, il est convaincu que son meilleur coup pourrait suffire. Le dragon commence à jouer les sales tours, utilisant les filles comme bouclier, mais les paroles de Lycée enflamment Alan. Il se souvient avoir perdu espoir après avoir été qualifié d'échec, mais maintenant sa confiance l'illumine. Le dragon charge une explosion massive et Alan le frappe avec son attaque de fin du monde, mettant fin à son existence arrogante. Plus tard, Akira se réveille et serre dans ses bras la fille qu'elle a sauvée. Alan se demande encore comment il est passé d'une vie tranquille à celle de tueur de dragons en une seule journée. Mais lorsque Lycée lui tend la main, il se dit qu'un petit détour n'est peut-être pas si mal après tout. Alan se réveille d'une sieste, l'air désorienté, s'attendant probablement à ce qu'on lui crie dessus. Il cherche les autres du regard, et Lycée désigne nonchalamment le terrain où Akira et Béatrice s'adonnent déjà à leur activité quotidienne, s'entraîner à se briser la colonne vertébrale. Comme tous ces nerfs inutiles en classe qui rappellent toujours les devoirs aux profs. Le calme revient enfin, et Lycée évoque à nouveau ses pouvoirs de guérison avec désinvolture. Alan repense alors à ces histoires où des saints pouvaient simplement entrer dans une pièce et les gens se mettaient à rayonner et à guérir comme dans un feuilleton télévisé sans intérêt. Mais c'est différent quand le vrai saint est Lycée. Mais avant même que cette pensée ne se dissipe, Akira hurle depuis le terrain d'entraînement et gâche complètement l'ambiance, entraînant Alan dans un entraînement avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit. Plus tard dans la journée, ils se préparent tous à dire au revoir à Akira et à la petite fille qu'elle a sauvée. Et tandis qu'il propose de laisser la petite fille venir, elle insiste pour marcher seule. Lycée vérifie donc si Akira est d'accord, et elle dit que c'est bon, même si elle a encore l'air un peu déprimée de ne pas être celle qui a vaincu le dragon. Mais elle sait que c'est à Alan que revient le mérite. Alan ne le pense pas. Il dit qu'il n'aurait pas pu y arriver sans l'aide d'Akira. Et pour cette petite fille, Akira est déjà un véritable héros. De retour à Westfeld, le père d'Alan est assis en face d'un noble et ils discutent de l'affaire des dragons et de la façon dont Akira s'en est sortie vivante. Ils sont convaincus que quelqu'un lui a donné un coup de main, alors l'homme dit que c'était probablement la sainte dont tout le monde parle, ce qui fait comprendre au duc que la situation pourrait lui échapper. Pendant ce temps, le frère d'Alan est en pleine crise, se plaignant que les chiens d'argile auraient dû faire le travail et voulant en envoyer d'autres. Mais l'homme en costume lui dit de se calmer, car ces monstres ne sont pas faciles à remplacer, surtout pas le dragon. Et même s'il les trouve trop lents, le duc dit que ce n'est pas grave tant que les cibles ne quittent pas Westfeld, ils auront une autre chance bien assez tôt. Ils commencent à parler d'une elfe qu'ils ont observée, et l'homme en costume dit qu'ils la rattraperont bientôt. Une fois seul, le duc baisse sa voix douce et se met à fulminer sur l'élimination de tous les élus et de tous ceux qui seraient assez stupides pour se tenir à leur côté. De retour sur la route, Alan s'enquiert d'un forgeron dont Liz avait parlé un jour. Elle lui répond que son ami vit dans une ville frontalière appelée Granholm, ce qui surprend Alan, car il ne pensait pas que des villes existaient aussi loin. Mais Béatrice affirme que oui, même si les elfes y sont extrêmement rares. Et Liz espère que cet ami pourra fabriquer une meilleure épée pour Alan, une épée qu'elle compte lui offrir en surprise. Cette nuit-là, Alan allume le feu de camp avec de la magie avant même que Béatrice puisse prendre son silex. Liz s'endort sur son épaule, comme dans une scène romantique cliché. Et Béatrice les taquine comme la troisième roue du carrosse curieuse qu'elle est. Au matin, ils atteignent Granholm et se rendent directement chez le forgeron, où ils trouvent une elfe nommée Noël, complètement KO sur le sol comme une bûche. Alors Liz la soigne rapidement. Et quand Noël se réveille, elle est heureuse de la voir, mais regarde Alan comme s'il avait intérêt à ne rien dire de stupide. Lorsqu'il lui demande de fabriquer une nouvelle épée, elle prétend immédiatement être surchargée, jusqu'à ce qu'elle découvre la triste excuse d'Alan pour une arme, qui tient à peine, comme si elle était alimentée par l'espoir et la prière. Soudain, elle est intéressée. Noël dit alors à Alan de choisir entre quelque chose de plus fort qu'une épée sacrée ou la meilleure arme qu'elle ait jamais fabriquée. Peu de gens peuvent utiliser l'équipement avec l'énergie du boss final, mais elle sait déjà qu'Alan en est capable. Il accepte immédiatement, et Noël met tout le monde dehors, claquant la porte de la forge comme si elle s'apprêtait à cuisiner un plat diabolique. À l'intérieur, elle allume le feu et nettoie l'espace de travail, pensant à Vanessa, la vieille naine qui l'a élevée. Vanessa ne lui donnait jamais de leçons, mais l'avait toujours près d'elle. Observer et aider suffisait. Même si Vanessa détestait enseigner, elle était devenue la plus grande influence de Noël. Noël promet maintenant de fabriquer quelque chose d'encore meilleur que la lame sacrée. Dehors, Liz craint que Noël ne s'évanouisse à nouveau.
Alan suggère de trouver une auberge, et le groupe part. Non loin de la forge, une femme encapuchonnée les observe, puis disparaît pour rapporter ce qu'elle a vu. La nouvelle parvient à l'homme louche en costume avec la méchante aura, et après avoir appris que la sainte voyage avec Béatrice et un autre combattant, il n'est visiblement pas ravi. Quelque chose cloche, alors il décide d'enquêter. À l'auberge, Alan se demande comment passer le temps. Béatrice lui conseille de se détendre, mais Lise suggère de vendre les matériaux du dragon à la guilde. Alan accepte, car l'argent leur serait utile. Pendant que les filles explorent la ville, Alan se rend à la guilde. Il montre l'écaille du dragon, et la réceptionniste le fixe comme si elle venait de voir de l'or, puis se précipite pour aller chercher son patron. Alors qu'il attend, un homme s'approche et commence à poser des questions. Pas de salut, juste une question. À côté de lui se tient une femme étrangement vêtue. L'homme se présente comme Aura, et la femme comme Milna. Horace dit qu'il collectionne les histoires et veut savoir comment Alan a obtenu le rôle. Alan dit qu'il a combattu un dragon avec de l'aide. Avant que la conversation n'aille plus loin, la réceptionniste revient avec le résultat. Mais quand Alan se retourne, les deux inconnus ont disparu. Dehors, Horace prend Alan pour Avride. Milna dit simplement qu'elle ne l'aime pas. Horace ne s'en soucie pas outre mesure. Quelques jours plus tard, le groupe retourne à la forge et trouve Noël évanouie à nouveau. Lise la soigne. Noël se lève et désigne l'épée. Pas un mot, pas un mot. Alan la ramasse et sent immédiatement l'équilibre. Elle est solide et s'ajuste comme si elle avait été faite spécialement pour lui. Noël dit qu'elle vient la voir en action, même si Lise la met en garde de ne pas en faire trop. Pendant le test, Alan se déplace avec précision et rapidité. Noël observe tout. Elle évoque le fait que les elfes ne deviennent généralement pas forgerons. Alan suppose que c'est à cause de la magie. Noël dit qu'elle ne connaît pas son chemin. Vanessa l'a trouvé un jour. Elle commence à en dire plus, puis continue à courir. C'est alors qu'Horace réapparaît, posant d'autres questions. Plus tard, Noël entraîne Alan plus profondément dans la forêt. L'endroit semble étrange. Alan dissipe le brouillard et un énorme loup apparaît. Noël se fige. C'est le même qui a avalé Vanessa. Elle supplie Alan d'utiliser cette nouvelle épée et d'en finir avec cette bête. Autrefois, Noël n'était qu'une petite gamine grande gueule, toujours à la recherche de l'attention de Vanessa, une vieille naine grincheuse qui traitait son marteau comme si c'était son propre enfant. Un après-midi, Noël se mit à gémir parce qu'elle avait faim, espérant que Vanessa lui jetterait au moins un coup d'œil, mais le marteau continuait de balancer comme si elle avait une armure de complot contre toute interruption. Après quelques heures à être traitée comme un bruit de fond, elle abandonna, trouva du pain et bouda dans un coin. Une fois son estomac calmé, elle s'ennuyait à nouveau et demanda à Vanessa comment distinguer tous les outils. Mais le silence lui répondit. Cela ne fit que l'agacer davantage. Elle essaya donc de ramasser une des épées géantes qui traînaient, se croyant probablement dans un arc d'entraînement épique tiré d'un anime. Mais c'était bien trop pour elle, et elle perdit le contrôle, renversant tout un tas d'objets avec. Pourtant, la concentration de Vanessa ne faiblit pas. Noël s'affala à côté de Vanessa et commença à pester contre l'ennui de son travail. Le lendemain matin, Noël resta sous sa couverture à écouter, jusqu'à ce que Vanessa cesse enfin de marteler et recule pour admirer son chef-d'œuvre. De retour au présent, Noël se tient dans la forêt, l'immense loup devant elle. Elle ordonne à Alan d'en finir, mais il refuse. Le loup ne fait de mal à personne. La vengeance ne servira à rien. Noël reprend l'épée et la saisit d'une main tremblante, prête à frapper. Mais Alan lui dit que la barrière de Fenrir ne s'effondrera pas avec quoi que ce soit d'ordinaire. Pas même son meilleur travail. Si elle veut gagner, elle devra aller au-delà de l'épée sacrée. Il la laisse réfléchir et retourne à l'auberge. Là, il raconte à Lycée et Béatrice ce qu'il a vu. Il pense que Fenrir ne se cachait pas simplement, mais qu'il l'avait fait exprès. Puis il leur demande s'ils ont réglé leurs affaires. Lycée explique qu'il y a 3 mois, le général Cyril, l'un des meilleurs guerriers du royaume, a été retrouvé mort, décapité, sans aucune trace de combat. Même la magie n'a rien pu comprendre. Le seul invité restant était Démon. Leurs recherches les ont menés ici, et maintenant les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Loin, à la frontière, Milna semble bouleversée. Celui qui a trouvé Fenrir n'est pas une simple jeune fille chanceuse. Elle se précipite auprès d'Horus, qui décide qu'il est temps d'agir. Sa prochaine mission est de tuer l'elfe et le saint. Milna hésite, mais apparemment, elle est sous le coup d'un sort d'esclave et doit obéir à tout ce qu'on lui ordonne. Horus active le sort pour mieux contrôler sa triste vie. De retour à la forge, Noël travaille sans relâche. Les paroles d'Alan lui reviennent sans cesse en tête. Si l'épée est assez bonne, même Fenrir peut tomber. Elle repousse ses limites et, une fois de plus, comme un sac de pommes de terre, elle s'effondre. Dans un cauchemar, elle voit Vanessa se faire dévorer, puis Akira apparaît en train de blesser Fenrir. Noël se réveille, s'empare de l'épée et se dirige droit vers la forêt. Noël retrouve Fenrir, mais la bête ne la laisse même pas faire le premier pas. Elle la projette contre un arbre comme si elle lui devait de l'argent. Horus surgit de l'ombre, surpris qu'elle soit encore consciente après un tel coup. Puis il la reconnaît enfin. La même petite elfe bruyante d'il y a des années. Il rit intérieurement et appelle cela le destin,
mais Noël se relève, ensanglantée et tremblante. Elle ne sortira plus comme avant. Elle charge à nouveau, mais Fenrir la terrasse d'un coup franc. Elle est maintenant clouée au sol comme un insecte écrasé, son corps bougeant à peine, tandis que le loup géant la surplombe comme une cinématique de boss finale. Derrière lui, Horus l'observe avec fierté. Il lui dit d'arrêter de gâcher son don et de le rejoindre. Ses yeux Gromsight sont trop rares pour être laissés intacts. Elle s'en fiche. Elle ne veut pas être l'instrument de quelqu'un. Elle essaie de bouger, mais ses jambes sont pratiquement abîmées. Quelque chose que votre fille n'a jamais connu. Horus dit qu'elle a tué son champion et ordonne à Fenrir de finir le travail. La patte se lève, mais juste avant qu'elle ne l'écrase, Alan la bloque avec son épée. Fenrir recule et le sourire d'Horus s'efface. Il fixe Alan, surpris d'avoir laissé la princesse derrière lui juste pour sauver un elfe. Il dit que c'est une erreur qu'il ne veut pas abandonner. Alan reste calme comme s'il avait déjà écrit les pages suivantes. À la fin, le plan se met en place. Milna se faufile dans la chambre de la princesse, mais le lit n'est qu'une pile d'oreillers sous un drap. La vraie princesse se cache à proximité avec son garde. C'est un piège. Alors que Milna s'approche, Béatrice surgit de l'ombre. Leurs affrontements sont rapides et violents. Leurs lames fulgurent. Mais Milna prend peu à peu le contrôle. La princesse tente de l'aider, mais ce moment d'hésitation lui donne l'avantage. Elle renverse Béatrice et charge vers la princesse. Puis ses jambes se bloquent. Ses mains tremblent. Son corps ne bouge plus. Avant qu'elle ne puisse comprendre, Béatrice se relève et la plaque par derrière. Il s'avère qu'Alan a installé un champ magique autour de la princesse, ce qui bloque tous les tours, y compris le contrôle mental. Il savait que quelqu'un tirait les ficelles de Milna. De retour dans la forêt, Horace fait toujours comme si tout allait bien. Alan lui dit que c'est déjà fait. Horace craque et envoie Fenrir charger à nouveau. Noël regarde, paniqué, puis interpelle Alan. Il l'entend, lève l'épée et frappe de toutes ses forces. Un éclair jaillit, s'écrasant directement dans la poitrine du loup. Fenrir trébuche, puis s'effondre, tel un rat acculé. Horace panique et court. Alan soulève Noël, qui rougit et lui murmure de la poser, mais il continue de marcher. Il se regroupe avec les autres. La princesse accourt, visiblement soulagée. Le lendemain matin, Milna est ligotée. Horace étant parti, son emprise sur elle est brisée. Béatrice veut l'envoyer à la capitale, mais la princesse refuse. Elle veut lui donner une seconde chance. Milna dit que tout son village a été détruit. Elle n'avait pas le choix. Noël se souvient que Vanessa lui en a donné un aussi, alors elle détache Milna et lui dit de partir avec elle, mais de ne pas recommencer. Cette nuit-là, Alan traque Horace. Il le retrouve au fond des bois, mais trop tard. Un démon apparaît et tue Horace sur le coup. Alan arrive quelques secondes plus tard. Le démon dit que les humains ne sont pas prêts à savoir ce qui va arriver, puis disparaît. Il fait son rapport au comte de Westfeld. Le fils du duc apprend la nouvelle et hoche la tête. Il dit que tout va bien, qu'il s'occupera du héros, de l'elfe et du saint lui-même. Autrefois, la princesse Lys chevauchait avec son oncle lorsque d'énormes créatures ont attaqué de nulle part. Les gardes ont tenté de riposter, mais leurs armures se sont brisées comme des coquilles d'œufs en un instant. L'oncle de Lys lui ordonna alors de rester dans la calèche pendant qu'il se précipitait à son secours. Elle resta donc à l'intérieur et regarda tout le monde se faire botter le derrière. L'instant d'après, un des monstres la repéra et tenta immédiatement de l'attraper, mais son oncle survint et le poignarda par derrière. Cependant, le monstre se retourna, lui déchira le flanc et faillit déchirer son armure comme une canette de soda. Toujours souffrant, il le poignarda de nouveau, puis tomba dans la rivière tandis que Lys était assise dans la calèche, traumatisée et inutile. Lys, Alan et Béatrice arrivèrent alors dans un paisible petit village. Les habitants s'affairaient à préparer le festival des esprits retournés, une journée pour célébrer les morts et nourrir quelques espoirs et rêves. Les enfants couraient partout en costume de fantômes tandis que les adultes décoraient comme si c'était une fête pour l'au-delà. Béatrice, sur le qui-vive, saisit la poignée de son épée comme si elle était prête à affronter un esprit sur le champ. Un villageois des environs explique que c'est juste une tradition, juste pour s'amuser. Béatrice rit d'un rire faux qui ne convainc personne. Lys commence à poser des questions sur un homme en armure d'argent dont elle a entendu parler, mais les villageois réagissent comme si elle venait de poser une question sur un dragon qui mange des légumes, personne ne sachant rien. Elle a l'air un peu déçue et Béatrice commence à se demander si ce chevalier fantôme existe vraiment. Alan se souvient en avoir entendu parler à la forge de Noël. La guilde n'a pas d'informations, mais un client de Noël affirme avoir vu un chevalier couvert de sang errer dans un cimetière. Certains disent qu'il s'agit d'un esprit offensé par la famille royale. Lorsqu'une forte détonation retentit non loin de là, Béatrice manque de sauter hors de son armure. Elle tousse aussitôt après, essayant de protéger le peu de dignité qui lui reste, et commence à faire comme si elle n'avait pas perdu 1 million ou un point. Noël et Mylène la taquinent alors sauvagement à propos de sa peur des fantômes. Lys suggère d'aller voir le cimetière, ce qu'Alan et Béatrice acceptent, bien qu'un peu hésitants. Alan suppose que cela pourrait être lié à la magie noire de la famille royale. À la nuit tombée, il marche vers le cimetière. Béatrice a déjà son épée dégainée.
Dans l'ombre, un villageois silencieux apparaît, immobile, le regard vide. Il les conduit à la maison du chef du village, dit vaguement qu'il ne fait que passer, puis s'en va. Le chef les accueille et dit n'avoir jamais entendu parler d'un chevalier fantôme. Il leur propose un endroit où dormir. Cette nuit-là, Lise rêve de son oncle. Elle se réveille et voit un chevalier d'argent dehors. Pensant que c'est peut-être lui, elle le suit. Le sol se fissure, les morts se relèvent, et elle hurle. Elle se réveille en sursaut, encore tremblante. Alan se précipite à l'intérieur et elle s'accroche à lui comme un chat effrayé. Le lendemain matin, le village est en mode dessin animé Coco, chantant et dansant au rythme du ciel. Lise, Alan et Béatrice se tiennent au bord du gouffre, incertains de savoir si c'est réconfortant ou juste bizarre. Pour Béatrice, ce genre de choses paraît complètement insensé. Alan suggère que Béatrice, en tant que chevalier, devrait peut-être mettre fin au festival, mais elle se contente de dire que ce n'est pas grave tant que personne n'est blessé, alors il n'insiste pas. Le même type bizarre de tout à l'heure réapparaît et les invite nonchalamment à danser. Et tandis que Lise passe outre, elle dit à Alan et Béatrice d'aller s'amuser. Alors Alan inspecte les lieux avec ses yeux magiques, et une fois que tout semble clair, il s'enfuit comme un festival transformé en quête secondaire. Avec Béatrice à ses trousses, Lise s'arrête une seconde car elle sent à nouveau quelque chose d'étrange, comme la dernière fois. Au moment où elle se retourne, elle entend son nom et aperçoit un chevalier en armure d'argent traversant la foule. Alors, sans même se donner la peine de réfléchir, elle se précipite à sa poursuite dans la forêt sombre. Cette étrange odeur de son rêve la frappe encore plus fort. Lorsqu'elle lève les yeux, son oncle est là, comme s'il avait vécu dans une grotte, couvert de poussière et de colère sèche. Il lui dit que suivre quelqu'un seul dans les bois est une très mauvaise idée. Mais elle dérape et l'appelle « père », mais il lui rappelle qu'il est son oncle, pas son père. Elle lui dit que le palais le recherche depuis le jour de sa disparition, voulant savoir ce qui s'est passé. Il dit qu'il se cache parce qu'il est en colère, pas seulement contre une personne, mais contre toute la famille royale, puis lâche le genre de révélation qui semble digne d'un final de saison. Il prétend que le roi, son vrai père, prévoit d'effacer tout ce né avec des pouvoirs rares comme les siens, les qualifiant de dangereux outils du dieu, qui pourraient tout ruiner un jour. Son oncle lui tend la main et lui dit de l'accompagner, mais elle refuse car elle croit toujours qu'on peut arranger les choses sans se battre, et lui rappelle même qu'il a dit un jour que la confiance était plus forte que la peur, mais juste après cela, il flotte dans les airs avec un sourire effrayant et dit que même si elle meurt, son corps sera toujours utile, puis lui balance son épée sans prévenir. Alan intervient bien sûr à la dernière seconde et bloque, puis tire Lise derrière lui tandis que son oncle la fixe avec incrédulité, reconnaissant enfin en lui le fiancé qu'il ignorait autrefois lors des dîners royaux. Avant que la situation ne dégénère à nouveau, Alan utilise un sort qui rompt le contrôle mental, et les étranges fils autour de son oncle se brisent comme s'ils étaient faits de verre, lui éclaircissant les yeux. Maintenant revenu à la normale, son oncle dit que le roi n'était pas vraiment derrière tout cela, mais que c'était un démon se nourrissant de sa colère, la transformant en quelque chose de pire. Il admet avoir toujours détesté la vie de palais et s'être enfui pour devenir chevalier, disant que Lise était la seule à l'avoir jamais rendu heureux, alors il demande à Alan de la protéger, et Alan accepte sans ciller. Puis son oncle demande un dernier duel, et Alan accepte. Ils se battent sous la pluie tandis que le ciel devient gris. Son oncle affirme que ce festival permet aux morts et aux vivants de se rencontrer une dernière fois. Lorsqu'il lâche enfin son épée et tombe à terre, il lui dit qu'il l'aime lorsqu'elle l'appelle père, et lui conseille de quitter la vie qu'il n'a jamais pu vivre. De retour au village, Alan réalise que les villageois sont morts et que le joyeux chef est un démon qui se sert du festival comme couverture. Il le tue, s'empare de son cristal brillant et s'en va, sachant que ce n'est pas le dernier boss. Au loin, le roi et Brett sont furieux que le plan ait échoué, mais ils ne sont pas encore inquiets, car ils ont encore un dernier renfort, et cette fois, c'est sérieux, car le général Cyril est de retour. Brett se souvient du jour où sa mère est morte et de la dépression immédiate de son père après cela. Un jour, le petit Brett a essayé de lui montrer une pierre géniale qu'il avait trouvée. Papa n'a même pas pris la peine de le regarder avant de le traiter de bon à rien, ce qui l'a anéanti car il ne comprenait même pas pourquoi. Plus tard, il a entendu les servantes se moquer de lui dans son dos, alors il s'est enfui se cacher au calme. Même si son frère Alan a essayé de lui remonter le moral, Brett l'a repoussé, car il était alors sûr qu'Alan faisait semblant, comme leur père. Des années plus tard, Brett réalise qu'il n'est pas du tout un raté, mais ce souvenir de tout ça le met en colère. Il sort donc en trompe de sa chambre et trouve son père dans la salle du trône en train de rire d'un message de vengeance, contre le royaume, contre les dieux. Alors que son père brûle des marques sur une carte avec du feu, Brett voit enfin la vérité. Lui seul mérite de régner, pas sa famille pathétique. Pendant ce temps, dans tout le royaume, des rumeurs circulent sur le retour du général Cyril, et lorsque le capitaine Edward et son soldat Clark entendent les rumeurs en patrouille, Clark devient nerveux, mais Edward se demande si quelqu'un est en train de répandre de fausses nouvelles pour embêter les gens, et même si c'est vraiment Cyril ou juste un imposteur, leur mission reste la même. Protéger le royaume comme Cyril l'aurait voulu.
Edward dit à Clark qu'ils doivent honorer l'héritage de Cyril, et Clark accepte, mais un type cagoulé sort d'une ruelle et Clark manque de le poignarder, avant qu'Edward ne reconnaisse l'archevêque, qui dit qu'il doit parler en privé, et même si Clark n'y croit pas, Edward lui dit de rebrousser chemin et suit l'archevêque plus profondément dans la ruelle jusqu'à ce qu'ils atteignent le terrain d'entraînement, où l'archevêque disparaît soudainement, et Craig surgit de nulle part derrière Edward, le frappant, mais Edward le bloque comme si de rien n'était, car il connaît le tour de Craig. Craig sourit et dit qu'Edward est toujours aussi vif, et Edward n'est pas surpris, car ils se connaissent depuis longtemps. C'est étrange de revoir Craig maintenant après toutes ces années, surtout que leur dernière rencontre remonte aux funérailles de sa femme. Avant même qu'Edward puisse demander pourquoi il est là, Craig lâche une bombe. L'archevêque travaille pour eux de temps en temps, puis attaque à nouveau en riant de la façon dont il s'entraînait comme ça avant, sauf que cette fois, Craig dit qu'il n'a même plus besoin d'épée, ce qui déstabilise profondément Edward. Dans sa voiture, Brett n'arrête pas de penser à l'enterrement de sa mère et à la façon dont il demande à Alan pourquoi sa mère dort. Alan répond sans détour qu'elle est morte et que tout le monde meurt un jour, ce qui fait pleurer Brett jusqu'à ce qu'Alan essaie de lui tenir la main comme si cela arrangerait les choses comme par magie. Plus tard, Brett demande ce que signifie l'échec, et quand Alan répond qu'il ne pense pas que Brett en soit un, Brett hurle qu'il ment parce que papa dit le contraire. Des années plus tard, lorsque Craig loue la force de Brett et l'appelle son vrai fils, tout en rejetant Alan comme un échec, Brett se sent mal pour Alan mais aussi stupidement heureux d'être enfin le favori pour une fois. À l'adolescence, Brett détestait l'immobilité d'Alan face aux insultes. Lorsqu'Alan félicite Brett pour ses exploits, Brett ricane, refusant les compliments de quelqu'un qu'il juge faible. Il se proclame alors chef de famille. Alan répond d'accord, mais le met en garde de ne pas tout gâcher. Brett se souvient alors par hasard de ce qui se passe, tandis que le démon apparaît devant lui, un sourire narquois, car tout se déroule comme prévu. Le démon demande des nouvelles, et Brett affirme avoir utilisé l'archevêque comme appât pour attirer Edward, ce qui agace le démon, car le don stupide d'Edward lui permet d'annuler d'autres pouvoirs au corps à corps, le rendant quasiment imbattable au combat. Cela va sérieusement perturber leur plan s'ils ne trouvent pas une solution rapidement. La présence d'Edward est risquée, mais Brett n'est pas inquiet car Craig le gérera. Edward parti, Brett peut enfin utiliser son propre pouvoir sans retenue, même s'il se demande si cette fois-ci, le démon, sera gagnant, toutes leurs tentatives précédentes ayant échoué. Puis un autre démon apparaît, annonçant l'arrivée du héros. Ils décident alors de renforcer Brett en partageant un peu de leur pouvoir avec lui. Brett jure que cette fois, il ne fera pas d'erreur, ayant l'impression d'avoir enfin laissé derrière lui sa faiblesse. En ville, Akira garde Sarah près d'eux tandis qu'il se ferait un chemin à travers la foule, promettant de l'emmener en lieu sur une fois la situation calmée. Il ne remarque pas le démon qui les suit jusqu'à ce qu'elle se réfugie dans un endroit calme et se retourne brusquement, appelant les harceleurs. Elle a senti leurs ondes meurtrières depuis le début. Les démons sont étrangement ravis qu'elle l'ait remarqué, disant que cela leur facilite la tâche, et lorsqu'Akira se prépare au combat, ils rient et disent que ce n'est pas une question de force. Puis l'un d'eux désigne Sarah du doigt et active une marque magique sur elle, expliquant que tous les habitants de son village en possèdent, et que s'il lui tire une boule de feu, elle explosera instantanément. Alors, Akira veut-il mourir avec elle ou s'enfuir? Sarah tente de la repousser, mais elle refuse obstinément de partir. Pendant ce temps, Clark patrouille en état de suspicion. Les autres chevaliers tentent de le calmer. Un démon surgit de nulle part, et lorsque les chevaliers s'apprêtent à attaquer, Clark leur hurle d'arrêter car c'est inutile, mais le démon prétend qu'il n'est pas là pour se battre. Il veut révéler la vérité sur leur monde. Au même moment, sur un balcon, l'archevêque et le général Cyril, qui est en quelque sorte la marionnette de fortune de Brett, commencent à prêcher à la foule que leurs pouvoirs ne sont pas des dons mais des chaînes divines, et que le seul moyen d'être libre est de les abandonner complètement. Ce qui fait hésiter les gens jusqu'à ce que Cyril appelle Brett à les rejoindre. Brett désigne un dragon sorcier massif à proximité, le qualifiant de force invincible valant 1000 soldats. Quand la foule commence à y croire, il se vante que son pouvoir de marionnette peut leur donner la même force. L'archevêque a dit qu'ils abandonneraient les dieux et entreraient dans une nouvelle ère avec un pouvoir nouveau. C'est alors que le démon se révèle, et juste avant que quiconque ne panique, Brett informe tout le monde que le démon est leur allié, celui qui leur donnera la force. Puisque tout le monde n'est que des robots avec des unités de traitement très défectueuses, ils l'acceptent et admirent Brett comme s'il était leur nouveau dieu. De retour au combat, Edward se fait retourner par Craig, qui finit par porter un coup solide et se moque de lui pour ne pas savoir s'arrêter. Mais Edward réalise que le niveau de puissance de Craig est tout simplement trop élevé, et Craig se vante qu'avec assez d'énergie spirituelle, on peut même tuer Dieu. Pendant ce temps, Clark se fait botter les fesses par un autre démon, mais s'obstine à se relever, surprenant le démon jusqu'à ce que Béatrice arrive et lui dise que les chevaliers sont des idiots glorifiés qui meurent pour rien. Quand Craig assomme enfin Edward et lui ordonne de rester à terre, quelqu'un d'autre s'approche. Craig pense que c'est un renfort, mais c'est en fait Akira déguisée, ce qui le surprend qu'elle soit encore en vie. Elle mentionne qu'Alan a levé la malédiction de Sarah juste à temps.
Et alors que Brett apprécie l'adoration de la foule au balcon, Alan apparaît soudainement et l'appelle. Le visage de Brett se tord de dégoût, se demandant pourquoi cet échec prend la peine d'être révélé maintenant. L'idiot regarde en 4K sur son écran magique Béatrice affronter le démon qui a attaqué Clark, reconstituant les pièces du puzzle concernant les monstres envoyés après Edward et l'assaut sur l'As. Elle accuse la maison Westfeld de collaborer avec eux, choquant le démon qui se dit qu'il ferait mieux de tout raconter puisqu'il compte la tuer de toute façon. Pendant ce temps, Milin se cache dans l'ombre, et tout est diffusé dans tout le royaume comme un final de saison surprise où le méchant dévoile tout à voix haute, sans vergogne. Le démon admet carrément qu'il voulait éliminer le général et la princesse en premier pour que personne ne s'y oppose, et Brett, qui assiste à ce désastre en direct, perd complètement la tête et hurle à Alan de tout arrêter. Le démon explique que leur véritable plan n'était pas la force brute, mais plutôt de piéger les humains pour qu'ils abandonnent leur pouvoir d'eux-mêmes. Une fois la vérité révélée, Brett entre dans une rage folle, hurlant sur l'idiot pour avoir tout gâché, tandis que les spectateurs réalisent peu à peu qu'il a été le méchant depuis le début. Il s'en serait vraiment tiré sans l'intervention de son grand frère et de son groupe surpuissant. La princesse Liz s'avance et dit la vérité à tout le monde, Brett la menace en coulisses et que toutes ces créatures protectrices sophistiquées sont en réalité son escouade de sbires. Une fois la chose entendue, sa base de fans chute à moins 200. Brett se démène et tente à nouveau d'utiliser la magie des marionnettes pour contrôler les chevaliers, mais Alan claque des doigts comme un boss final, et tous les fils magiques se brisent, libérant tout le monde, même l'archevêque et le général. Brett, désespéré, commence à invoquer des monstres à tout va. Alan, au fond de lui, se sent coupable de ne pas avoir sauvé son petit frère de tout ça, mais il sait qu'il ne peut pas le laisser continuer. Brett tente même de contrôler Alan directement, mais celui-ci attrape les ficelles en plein vol et le frappe d'un coup si violent qu'il a failli le faire sortir de son esprit maléfique. Le spectacle de marionnettes est terminé. Tandis qu'Alan s'apprête à conclure, Liz s'agenouille près d'un enfant effrayé et le réconforte. Elle ne cesse de regarder Alan, inquiète qu'il regrette tout plus tard, car leur père l'a un jour traité de honte. C'est fou comme celui qui se considère comme un raté a pourtant eu tant de personnes qui ne l'ont jamais abandonné. Ailleurs, Béatrice combat le démon de front, tandis que Mylène reste cachée sous sa cape. Le démon la reconnaît alors comme la fille adoptive d'Horace. Il tente de se téléporter, mais Mylène lui plante un couteau dans le bras, et Béatrice s'avance pour lui porter le coup de grâce. La chevalière rallie alors la troupe voisine, au moment même où Noël apparaît enfin, armé de plus, se plaignant que le singe la force toujours à nettoyer ses dégâts. Pendant ce temps, Akira et Edward se livrent à un combat acharné contre Craig, dont le don maudit d'entrepreneur lui permet de voir tous les avenirs possibles. Craig affirme avoir vu Marielle mourir dans chaque ligne temporelle et que cela l'a brisé irrémédiablement. Akira le supplie de cesser de s'y accrocher, mais il brûle sa propre force vitale pour obtenir plus de puissance, et ses éclairs brisent sa magie inutile. Edward sent quelque chose de pervers ramper dans le cœur de Craig, mais il est déjà trop tard. Craig se poignarde pour garder le contrôle et continue d'avancer. Craig dit que personne ne comprend ce qu'il ressent, et Akira s'énerve car Edward essayait de l'aider, mais Craig ne veut rien entendre. Puis Alan apparaît. Craig rit car à ses yeux, Alan a toujours été une blague. Alan dit qu'il aimerait pouvoir changer le passé, mais même maintenant, il refuse d'abandonner les gens. Craig lui dit de se perdre, mais Alan ne bouge pas. Craig attaque, mais Alan le coupe facilement et Craig reste là, stupéfait, se demandant quand Alan a été assez fort pour faire ça. Alan dit qu'il est peut-être un raté, peut-être qu'il l'a toujours été, mais malgré cela, il ne perd pas espoir, et il sait que Marielle ne voudrait pas de ça. Craig perd espoir et le bombarde de magie noire, envoyant Alan dans un gouffre de vieux souvenirs. Dans cet espace, Alan voit tout. La douleur de Craig, son amour pour Marielle et tous les moments qu'il a enfouis. Il est presque en train d'abandonner, mais se souvient alors des gens qui l'attendent encore, et sur ce, il se libère et assène un coup puissant rempli de toute sa magie. L'énergie démoniaque de Craig jaillit, engloutissant toute la ville comme une explosion d'émotions. Alan plonge dans l'esprit de Craig, traverse la haine et finit par l'atteindre. Un papillon se pose sur Craig tandis qu'il s'évanouit, enfin apaisé. Plus tard, Alan refuse un titre de noblesse, car il est à deux doigts de devenir inutile, et un titre ne lui facilitera rien. Liz, quant à elle, s'avance et annonce qu'elle prend le contrôle de Westfeld. Béatrice n'est pas en vue, mais Liz affirme qu'elle est en sécurité et qu'avec Alan dans les parages, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Noël lui hurle d'arrêter de perdre son temps et de se mettre dans la carotte, et ils s'en vont comme ça, prêts pour la vie. Henriette observe de loin, déçue que la première fois qu'elle a observé quelqu'un, il ait été un gros perdant puant. Elle se demande pourquoi il a pris la peine de se réincarner si c'était ainsi qu'il vivrait, mais elle se dit qu'il ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Autrefois, Alan était un héros, mais à un moment, il en a eu tellement marre de tout ce cinéma qu'il a fait un vœu à l'ange, lui demandant de ne plus jamais être un héros et de vivre une vie normale. En entendant cela, l'ange se met à pleurer et finit par exaucer son vœu. Puis il se réveille et réalise que ce n'était qu'un rêve. Il descend, et Liz a déjà fini son petit déjeuner.
Elle veut que tout le monde mange ensemble, et Alan est d'accord. Peu après, Mylène et Noël arrivent, mais Liz s'agace instantanément en voyant ce que Noël porte. Presque rien. Alan dit à Noël qu'elle devrait probablement porter plus de vêtements à table, mais Noël dit qu'elle est à l'aise comme ça, et Alan l'a de toute façon vu habillée comme ça des tonnes de fois. Liz fixe Alan, perplexe, puis commence à lui demander si c'est vraiment vrai et ne lâche rien. Pendant ce temps, Liz dit qu'Alan est censé l'aider avec les papiers aujourd'hui, mais Mylène intervient et dit qu'il passe du temps avec elle. Alan se contente de les fixer toutes les deux et demande quand exactement il a accepté tout ça. Juste à ce moment-là, une employée de guilde arrive et rappelle à Alan qu'il n'a pas montré son visage hideux à la guilde depuis un moment, et qu'il a une pile de quêtes inachevées. Elle lui dit de se dépêcher, car certaines missions impliquent d'aller dans un autre empire. Alan ne comprend pas vraiment pourquoi on l'envoie si loin, mais se dit que s'il trouve un endroit convenable là-bas, il pourrait bien rester. Noël entend la conversation et dit qu'elle accompagne aussi, car l'Empire Victoria compte de nombreux forgerons talentueux et qu'elle pourrait apprendre quelque chose. Alan lui demande pourquoi elle veut l'accompagner comme sa plus grande fan. Elle lui dit que voyager seul est ennuyeux, et qu'il serait donc plus logique que tout le monde y aille ensemble. Alan accepte, et c'est réglé. Il prend des nouvelles de Liz qui lui dit qu'elle a trop de travail, mais il s'avère qu'elle a déjà appelé Béatrice pour qu'elle s'occupe de tout à sa place afin qu'elle puisse y aller aussi. Béatrice fait la moue comme ma fille, chaque fois que je lui cache quelque chose. Ils montent tous dans une calèche et commencent leur voyage vers le Victoria Empire. Le trajet est chaotique et Noël n'arrête pas de se plaindre que les routes sont nulles. Elle demande s'ils peuvent prendre un autre itinéraire, mais il y a un piège. Les loups des sables sont là, et ce n'est pas une blague. S'ils en rencontrent, les choses pourraient mal tourner. Sauf qu'Alan finit par tuer tous les loups d'un coup comme si de rien n'était. Les autres rient et disent qu'ils ne devraient pas être surpris, puisque c'est l'échec ridicule qui semble toujours échouer. Ils les remercient et ils repartent. Plus tard, Noël pose des questions au hasard sur Henriette, qui elle est et comment Alan la connaît. Il dit qu'elle est la fille du duc impérial. Liz la connaît déjà, surtout par des rumeurs, mais elle ne l'a jamais rencontrée en personne. Lorsqu'il croise Henriette, elle reconnaît Liz comme une princesse, mais se souvient aussi qu'elle est la duchesse de Westfeld, alors elle veut savoir ce qu'elle fait là. Liz dit simplement qu'elle est venue voir la ville, mais Henriette la critique, prétextant qu'elle ne sait même pas parler correctement, puis s'en va. Alan suit Henriette seule, disant aux autres qu'ils peuvent aller voir la ville. Quelque chose dans cet échange semble étrange. Lorsqu'il la rattrape, il lui demande pourquoi elle lui raconte tout ça. Henriette semble confuse, alors il lui dit franchement. Elle était un ange et a un lien avec Dieu, alors quel est le problème ? Henriette finit par lui dire que dans sa vie passée, elle tenait beaucoup à lui, et que lorsqu'il lui a demandé une vie paisible, c'est elle qui a rendu cela possible. Alan entend du bruit en ville et aperçoit un homme courir comme poursuivi par des fantômes. Lorsqu'il l'arrête pour lui demander ce qui se passe, une énergie sombre jaillit soudain de l'homme et le tue sur le coup. Alan comprend qu'il s'agit de magie démoniaque, mais avant qu'il puisse expliquer quoi que ce soit, l'unité des Chevaliers Noirs débarque et l'arrête sur le champ. Leur capitaine, une jeune fille à l'air sérieux, exige de savoir pourquoi il a tué cet homme. Alan lui répond que ce n'est pas lui et qu'un démon l'a fait, mais elle n'en croit pas un mot et lui ordonne de venir discrètement. Avant qu'il puisse l'emmener, Alan disparaît dans la nature, laissant tout le monde sous le choc. Le capitaine ordonne rapidement à ses chevaliers de fermer les portes de la ville pour empêcher quiconque de s'échapper. Il s'avère que Mylène l'a sauvé et ramené sain et sauf. Henriette arrive également et réprimande Alan pour avoir causé des problèmes, affirmant qu'elle l'a littéralement mis en garde. Alan regarde Liz et lui demande comment elle est arrivée ici. Liz explique qu'Henriette leur a dit qu'Alan était en danger, alors elle a demandé à Mylène d'aller le chercher. C'est alors qu'Alan comprend enfin que Mylène doit avoir des pouvoirs démoniaques, ce qui explique probablement pourquoi aucun chevalier ne l'a remarqué en train de se faufiler. L'ambiance est tendue, et Alan dit à tout le monde qu'il faut absolument partir avant que la situation n'empire. Mais Henriette fait remarquer que la ville est désormais sous haute surveillance et qu'il est hors de question de s'échapper. Ils commencent tous à élaborer un plan, car se cacher éternellement ne fonctionnera pas. C'est alors qu'Henriette propose qu'ils restent tous chez elle, alors ils la suivent jusqu'à son manoir. À leur arrivée, son majordome mentionne nonchalamment qu'Henriette ne les a invités que pour plaisanter. Elle s'énerve et leur dit d'entrer. Une fois à l'intérieur, ils admettent tous que l'endroit est vraiment sympa. Pendant qu'ils regardent autour d'eux, Noël demande à Henriette si elle part d'ici toute seule. Henriette répond que oui. Elle est seule depuis la mort de ses parents, et elle était leur unique enfant. Alan s'enquiert des chevaliers qui patrouillent dans le quartier. Henriette explique que l'empereur a été tué, raison pour laquelle la sécurité est en alerte maximale. Noël hausse un sourcil et demande pourquoi Henriette leur raconte quelque chose d'aussi grave. Henriette dit qu'elle leur fait confiance pour ne pas bavarder comme vous sur Instagram, quand votre fils vous confie un secret croustillant. Plus tard dans la nuit, l'idiot se tient près de sa fenêtre, quand Henriette apparaît soudainement dans sa chambre. Il lui dit qu'il est sûr que l'empereur a été tué par un démon, pas par un humain, car aucune personne normale ne pourrait passer à travers une telle sécurité. Henriette acquiesce,
Mais la chèvre la regarde et lui demande depuis combien de temps elle l'observe. Elle fait semblant d'être confuse, mais il n'y croit pas. Il souligne qu'elle en sait beaucoup trop sur lui, comme le fait qu'elle savait que son majordome n'avait nulle part où aller et lui a donné un emploi, ou comment elle a croisé Alan par hasard en ville et l'a mis en garde contre le chevalier noir. D'après lui, rien de tout cela ne semble fortuit. Henriette s'en tient à son histoire, dit que ce n'est qu'une coïncidence, et s'en va. Mais de retour dans sa chambre, son expression change. Elle se souvient de la vérité. Elle observait Alan comme une accro au feuilleton télévisé. Sa vie passée était pleine de souffrances, et elle ne voulait pas qu'il souffre à nouveau, alors elle l'a envoyé dans ce monde. Là, il a enfin rencontré quelqu'un qui le faisait sourire. Bien que discrète, elle aimerait que ce soit elle. Noël commence à s'ennuyer terriblement chez Henriette. Elle était venue ici dans l'espoir de rencontrer un forgeron légendaire, mais devinez quoi? Cela n'est jamais arrivé. Alors maintenant, elle est coincée comme une figurante inutile. Par ennui, elle se met à rêver de heavy metal, mais pas de musique. Au lieu de cela, elle rêve de fabriquer des épées, ce qui, honnêtement, agace tout le monde autour d'elle. Alan tente de calmer ce gremlin agité et lui dit que les chevaliers noirs n'en ont qu'après lui, alors elle devrait aller voir la ville avant que son cerveau ne fonde. Mais il doit rester sur place. Après avoir exploré comme des touristes, une bande d'elfes surgit de nulle part encercle Noël. Mylène ne perd pas de temps. Elle attrape rapidement Noël et la ramène au groupe. Quand Noël leur parle des elfes, tout le monde suppose que c'est parce qu'elle est adorable. Mais Henriette intervient et affirme qu'il ne s'est rien passé de dangereux. Elle admet toutefois que tous ces elfes s'intéressent à Noël pour une raison. Elle explique également que quiconque quitte la forêt oublie généralement tout ce qui s'y est passé. Mais elle est une exception. Pour une raison inconnue, elle peut rentrer et sortir de la forêt à tout moment sans perdre la mémoire. Alan, confus, demande comment il n'a jamais su qu'une telle forêt existait, ni comment fonctionnait son étrange barrière mémorielle. Puis il regarde Henriette en plissant les yeux comme si elle cachait quelque chose. Henriette devient vite gênée, affirmant qu'il ne se passe rien, qu'elle n'a absolument rien de suspect. Plus tard, ils se dirigent tous ensemble vers la forêt elfique. Comme la dernière fois, les elfes les encerclent à nouveau. Mais cette fois, Henriette leur dit de ne pas s'inquiéter, car leur chef suprême vient d'apparaître. Immédiatement après, tous les elfes s'inclinent devant Noël et la considèrent comme leur souveraine disparue depuis longtemps. Un peu plus tard, alors qu'ils font le tour du village, deux enfants se précipitent sur Noël et la couvrent de cadeaux. Percival les chasse. Il interpelle alors Philippe et lui dit qu'il sait que ce dernier les suit uniquement pour rencontrer Noël. Philippe l'avoue. Il veut parler à leur chef. Mais Percival le fait taire, prétextant qu'ils sont tous occupés par des choses importantes. Philippe argumente que si ses autres enfants ont un moment avec Noël, pourquoi pas lui? Surtout que, selon lui, ce sont les autres qui sont les méchants. Percival s'en est pris à lui, alors Philippe s'enfuit. Noël demande plus tard à Percival ce que Philippe entend par « mauvaise personne ». Mais Percival élude la question, et ils passent leur chemin sans réponse. Ailleurs, on voit le capitaine Rizard du Chevalier Noir fouiner aux alentours du manoir. Puis un certain Oswald débarque, et elle lui conseille de ne pas empirer la situation. De retour dans la forêt elfique, tout le monde est en mode célébration. Les elfes organisent une grande fête juste parce que Noël est revenu. Percival prend Alan à part et lui dit que maintenant que Noël est revenu, ils vont retrouver leur magie. Sans leur dirigeante, ils sont pratiquement des poulets sans tête. C'est grâce à elle que leur communauté a survécu. Percival lui confie alors qu'Henriette a contribué à rendre tout cela possible. C'est elle qui a parlé de Noël aux elfes, de sa transformation en forgeron d'épée et de ses pouvoirs féeriques. Après avoir entendu cela, Alan se dit qu'Henriette n'a pas changé du tout. Même par le passé, elle s'efforçait toujours d'aider les autres. Percival ajoute qu'Henriette leur a aussi appris des choses sur le monde extérieur, sa culture, ses habitants, afin que les elfes se sentent plus à l'aise lorsqu'ils quittent la forêt et rencontrent des étrangers. Alan interroge ensuite Percival sur les enfants démons de tout à l'heure. Percival hésite un instant, mais finit par dire que les personnes fortes peuvent généralement sentir l'aura d'un démon. Alan lui répond qu'il ne déteste pas les démons, mais qu'il sait qu'il y a une raison pour laquelle les elfes vivent avec eux, alors il demande directement si Henriette est impliquée dans tout ça. Percival rouvre la bouche. Il y a 3 ans, Henriette a amené des enfants démons dans la forêt. Au début, les elfes n'ont pas apprécié, mais Henriette leur a fait la leçon, accepter tout le monde s'ils voulaient grandir. Peu à peu, ils acceptèrent, et les elfes finirent par la suivre, et avec le temps, leur état d'esprit commença à évoluer. Plus tard dans la soirée, le groupe s'assit et discuta. Milling demanda à Noël si elle comptait rester ici. Noël répondit qu'elle n'en était pas encore sûre. Après cela, chacun regagna sa chambre. En s'éloignant, Alan fit un signe subtil à Henriette. Pendant ce temps, Noël se mit à réfléchir. À l'époque où elle était avec Vanessa, son seul but était de l'aider à créer une épée divine. Maintenant qu'elle a enfin fait ça, elle ne sait plus trop quoi faire. Elle finit par sortir prendre l'air. Alan l'observe tranquillement depuis sa fenêtre. Juste à ce moment-là, Henriette débarque dans sa chambre et se demande si c'est le bonsoir. Mais Alan décide de garder cette vidéo pour les enfants, disant qu'il voulait juste parler en privé.
Henriette interprète mal la situation et pense qu'il s'agit d'un moment romantique. Quand Alan lui dit de partir, elle est terriblement agacée. Elle se laisse tomber sur le lit et exige de savoir quelle était la vraie raison. Alan pose des questions sur les enfants démons. Henriette explique que les démons sont différents maintenant. Si quelqu'un souhaite vraiment la mort de quelqu'un, il se transforme en démon. Mais certains démons naissent ainsi dès le départ. Ces enfants ont une vie difficile parce que tout le monde les déteste. Alors, la seule façon pour eux de survivre est de suivre des démons plus forts. L'idiot trouve ça horrible. Il pose des questions sur les 2 enfants en particulier. Henriette dit qu'elle les a trouvés alors qu'ils étaient à peine vivants et ne pouvaient pas simplement s'en aller. Alors elle les a amenés ici, dans la forêt elfique. La chèvre lui dit qu'elle n'a pas changé. Elle est toujours la même personne bienveillante. Henriette rougit. Le lendemain, le groupe erre à nouveau dans la forêt comme un poulet sans tête. Les enfants démons s'approchent de Noël et lui tendent une pierre. Henriette dit que c'est une pierre spirituelle. Mais soudain, Philippe fait irruption, la lui arrache et la jette par terre. Il hurle sur les enfants, les traitant de méchants et hurlant qu'ils sont des démons. Les enfants fondent en larmes. Percival gronde immédiatement Philippe et il s'enfuit. Alan se tourne vers Henriette et dit qu'il est clair que les elfes détestent vraiment les démons. Henriette répond que ce ne sont pas que les elfes. En gros, tout le monde les déteste. Puis elle s'en va. Alan lui demande où elle va, et elle répond simplement qu'elle a quelque chose à régler. Henriette retrouve alors Philippe et lui dit que les enfants ne sont pas méchants, qu'ils veulent juste rencontrer le chef elfe, tout comme lui. Elle lui conseille de ne pas les maltraiter. Philippe écoute et promet de s'excuser. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Oswald surgit, l'attrape comme un prix de carnaval et sort une épée massive. Il annonce à Philippe qu'il va maintenant lui montrer le chemin de la forêt elfique. Le groupe s'assoit pour déjeuner, au cœur de la forêt elfique. Et tout le monde savoure le repas comme s'il s'agissait d'un épisode de remplissage paisible. Tout le monde sauf Noël, qui grignote sa nourriture comme une petite fille boudeuse. Henriette le remarque et demande à Alan ce qui lui arrive. Il répond simplement qu'elle n'aime pas le goût et qu'elle a probablement besoin d'un peu de temps pour s'habituer. Mais quand Henriette propose son aide, il répète simplement qu'elle ira bien s'il lui laisse de l'espace. Plus tard, Henriette dit à Percival d'emmener les autres faire un tour, tandis qu'elle retourne à son manoir à la recherche de Philippe. Et même si Percival lui dit de ne pas s'inquiéter et que ce n'est probablement rien, elle est déjà en route. Alan, maintenant curieux, demande à Percival ce qui se passe vraiment. Et Percival explique qu'un de leurs elfes n'est pas revenu dans la forêt des esprits, ce qui fait immédiatement arrêter de mâcher Noël, car elle sait déjà que c'est Philippe. Pendant qu'Henriette fouille la ville en vain, le groupe de salon demande à Percival si les elfes mènent toujours cette vie détendue, presque paresseuse. Et Percival rit et dit que les elfes vivent si longtemps qu'ils n'ont pas besoin de se précipiter. Alors, au lieu de travailler, ils se détendent. Mylène demande comment ils survivent sans rien faire. Et Percival tend la main et une pomme y tombe de nulle part comme s'il faisait un tour de magie. Expliquant que la forêt leur donne simplement ce dont ils ont besoin. L'issue veut en savoir plus. Mais tout ce que Percival dit, c'est que les elfes et la forêt sont fondamentalement la même chose. Alan utilise son œil spirituel et voit quelque chose de sauvage. Les âmes des elfes sont littéralement connectées à la forêt comme des câbles d'énergie. Percival confirme que les elfes naissent de la forêt. Et quand ils meurent, ils y retournent. Donc le cycle ne s'arrête jamais vraiment. Percival demande alors à Noël si elle reste pour de bon. Mais elle répond qu'elle n'a pas encore décidé. Alors Alan demande s'il peut vivre ici. Drissif demande pourquoi. Et Alan dit simplement qu'il est fatigué et qu'il a envie de paix. Et cet endroit semble assez paisible. Percival dit que ce n'est pas si facile. La forêt doit d'abord accepter les étrangers. Alan plaisante et demande si les enfants démons ont été acceptés aussi. Percival répond qu'ils n'ont obtenu qu'une permission temporaire, car Henriette s'est portée garante pour eux. Alan dit « cool. Il restera un peu aussi ». Puis il demande combien de temps dure le court terme. Percival répond nonchalamment 50 ans. Ce qui stupéfie tout le monde jusqu'à ce qu'ils se souviennent que les elfes vivent éternellement. Donc 50 ans, c'est probablement 5 minutes pour eux. Soudain, Percival sent un inconnu entrer dans la forêt. Alan pense que c'est juste Henriette qui revient. Mais Percival dit que la forêt ne les reconnaît pas. Il s'excuse rapidement et met fin à la visite. Alan dit au groupe de partir aussi, car les chevaliers noirs sont toujours à ses trousses. Et il ne veut pas de drame. Noël taquine Alan à propos de se cacher, puis insinue qu'elle reste pour le surveiller. Warlin dit qu'elle restera aussi. Élise veut rester. Mais Alan lui rappelle qu'elle est duchesse maintenant. Et qu'elle a du travail qui l'attend. Plus tard, Henriette revient et trouve le capitaine des chevaliers noirs, Lisette, qui l'attend, l'accusant d'avoir caché les suspects dans son manoir. Henriette nie. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, le chevalier noir prend d'assaut les lieux comme si c'était un raid de glace. Pendant ce temps, Percival se dirige vers la lisière de la forêt pour rencontrer la personne qui a tenté de s'infiltrer. Il s'avère que c'est Philippe. Et il s'excuse immédiatement. Mais quelque chose cloche. Percival regarde de plus près. Et réalise que Philippe est en fait l'un des chevaliers noirs. Cela déclenche des sonnettes d'alarme dans sa tête car Henriette l'avait déjà prévenu. Ces types sont dangereux.
Et si jamais les elfes finissent par les combattre, ils ne survivront probablement pas. Oswald, l'un des chevaliers, intervient et demande si des criminels sont entrés dans la forêt. Il se demande si Percival cache quelqu'un. Il est clair qu'il parle d'Alan et des autres. Percival reste calme et dit fermement non. Mais Oswald ne le croit pas et se déchaîne soudainement. Juste au moment où les choses sont sur le point de mal tourner, les deux enfants démons apparaissent de nulle part. Noël apprend de la forêt elle-même que ses enfants ont des problèmes. Elle et Milna partent à l'aide. Léa dit, les regardant partir, se tourne vers Alan et lui demande s'il va bien. Et il lui répond qu'il va bien. Puis tous deux le suivent rapidement pour voir ce qui se passe. De retour dans la forêt, Percival protège les enfants démons et leur dit de courir. Il reste en arrière pour affronter Oswald. Mais l'homme est fort. Il continue de lancer des sorts magiques sans interruption. Et Percival finit grièvement blessé. Oswald tourne alors son attention vers les enfants et s'apprête à les tuer. Mais soudain, un marteau le frappe à l'arrière de la tête. C'est Noël qui l'a lancé. En la voyant, les enfants et Percival rayonnent de soulagement. Oswald, encore étourdi par le marteau, la regarde et lui demande si elle est la chef. Noël répond qu'elle est une et Mylène ajoute qu'il n'est que son vendeur. Oswald ne perd pas de temps. Il leur lance de la magie. Mais Mylène attrape Noël et s'enfuit avant qu'elle ne puisse la toucher. Percival tente une dernière fois de riposter avec son épée. Mais Oswald esquive facilement et le frappe violemment comme un ultime de Mortal Kombat. C'est alors qu'Alan apparaît enfin, façon Superman. Il utilise son œil spirituel qui perturbe instantanément la magie d'Oswald. Oswald, choqué, demande si Alan peut voir à travers ses pouvoirs. Alan répond que ses yeux ne manquent rien. Les deux commencent à se battre. Alan finit par le maîtriser. Le perdant amer et désespéré cible alors à nouveau Noël. Mais Alan bloque l'attaque sans sourciller. Oswald demande s'il peut vraiment voir tous ses mouvements. Alan le confirme. Ses yeux captent tout. Pendant le combat, Philippe s'approche discrètement des enfants démons et commence à leur parler comme à leur vieil ami. Pendant ce temps, le crétin de chevalier noir Oswald est assommé. Alan dit que c'est une bonne chose qu'Henriette ne soit pas là pour voir ça. Parce qu'elle exploserait probablement. Mais il se retourne et la voit juste derrière lui. Elle a l'air furieuse et hurle qu'il a encore tout gâché. Curieusement, elle ne gronde pas autant les autres. Elle dit simplement à Alan que les sorties sont ouvertes. Il peut donc partir quand il veut. Cela le déstabilise. Quelque chose dans son ton le met mal à l'aise. Peu après, tout le monde se prépare à partir. Noël prend Percival à part et lui dit qu'elle doit partir. Elle dit qu'elle a encore tant à apprendre. Et qu'en voyageant avec ces gens, elle pourrait peut-être devenir une monarque un jour. Percival n'essaie pas de l'en empêcher. Il dit simplement qu'elle est toujours la bienvenue. Sur ce, Noël fait un signe de la main et part rejoindre les autres. Tout le monde charge ses affaires dans la voiture et se prépare à partir. Soudain, Lise s'arrête et dit qu'elle veut voir Henriette une dernière fois avant de partir, parce qu'elle a l'impression de lui devoir un merci sincère pour tout ce qu'elle a fait. Mais Alan lui dit simplement de ne pas s'en soucier pour l'instant. Henriette n'a pas vraiment l'air du genre à apprécier les adieux théâtraux ou les adieux larmoyants au milieu d'un chemin de terre. Avant que quiconque puisse ajouter quoi que ce soit, un enfant surgit de nulle part, l'air paniqué, et se met à implorer de l'aide, prétextant qu'il faut sauver sa grande sœur. Ce qui ressemble déjà à une quête secondaire, et Lise lui demande qui il est. Il répond qu'il s'appelle Curtis Linviste. Ce qui rend les choses étranges très vite, car la sœur dont il parle n'est autre qu'Henriette elle-même. Curtis explique que les chevaliers noirs sont arrivés et l'ont enlevée comme si elle était une pièce rare. Tout cela parce qu'il pense qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de l'empereur. Et comme les familles royales ne l'ont jamais appréciée, elles vont probablement profiter de cette occasion pour l'éliminer et faire comme si elle était coupable. Ils se rendent tous dans un café du coin pour discuter davantage. Et Curtis entre dans les détails, expliquant que la plupart des nobles détestent l'intelligence et l'utilité d'Henriette. Ils attendaient donc une raison pour se débarrasser d'elle sans se faire remarquer. Noël n'hésite même pas. Elle dit immédiatement qu'il devrait l'aider et la laver. Mais Curtis les prévient que ce ne sera pas si facile, car la famille royale voit déjà Henriette comme une menace ambulante. Lise ne comprend pas comment on peut haïr quelqu'un comme Henriette. Et Curtis dit simplement que c'est parce qu'elle est trop douée dans ce qu'elle fait. Et les gens qui ne sont pas à la hauteur détestent généralement ce genre de choses. Alan demande alors si Curtis a de la famille qui pourrait l'aider. Mais Curtis répond qu'ils sont seuls depuis longtemps et que personne ne vient à la rescousse. Lise se souvient du moment où Henriette a dit qu'elle était fille unique. Ce qui l'a fait se demander comment Curtis pourrait même être son frère. Alors elle commence à se méfier un peu, comme quelqu'un dans un anime policier. Mais avant que quiconque ne commence à l'accuser d'être un métamorphe, Curtis s'excuse et dit qu'il a dit ça seulement parce qu'il ne savait pas qui d'autre pourrait l'aider et qu'ils avaient l'air de personnes qui se souciaient vraiment d'Henriette. Alan lui dit qu'ils devront d'abord y réfléchir. Pendant ce temps, Henriette est coincée dans un carrosse avec Lisette, qui continue d'avoir l'air satisfaite tandis qu'Henriette se plaint qu'elle devrait être mieux traitée en tant que noble. Lisette dit qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres, sinon sa tête pourrait être propulsée comme un boulet de canon. Henriette dit que si ses amis sont blessés, c'est Lisette qui sera la cible. Plus tard, elle retrouve Curtis, qui cette fois leur présente un cocher en qui il a confiance.
Alors qu'elle chevauche vers le royaume impérial, Curtis regarde nerveusement autour d'elle, comme si quelque chose allait surgir. Il tente de demander à Liz ce qu'elle et Noël chuchotaient tout à l'heure. Mais Liz ment et prétend qu'elle parlait de la beauté de la calèche. Alan n'est pas dupe et demande directement à Curtis comment il savait qu'ils étaient amis avec Henriette et s'il est vraiment son frère. Curtis finit par tout avouer. Il n'est pas son frère, c'est son cousin, ou peut-être juste adopté. Il n'en est même pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, elle est comme une sœur pour lui. Car à l'époque où personne ne croyait en lui ni ne pensait qu'il serait un acteur important, elle était la seule à le soutenir. Alors, quand il les a vus avec elle plus tôt, il s'est dit qu'ils étaient assez proches pour les aider. Cette réponse semble les satisfaire, et il décide de mener le sauvetage à bien. En chemin, Noël taquine Alan sur sa proximité avec Henriette, lui demandant s'il se trame des affaires en coulisses, ce qu'Alan interrompt aussitôt. De retour auprès d'Henriette, elle reste calme, même emmenée comme une criminelle de cartel. Liz la prévient que la famille royale est sérieuse et pourrait l'envoyer à Jésus juste pour faire taire les choses. Mais Henriette dit qu'elle le sait déjà. Elle demande à Liz ce qui s'est passé avec Oswald et, bien qu'elle ait hésité à répondre, lui dit qu'il a été gracié. Pourtant, elle ne pense qu'à ses amis. Elle espère juste qu'elles sont saines et sauves. Pendant ce temps, Alan et sa bande se retrouvent dans une impasse, avec des gardes qui menaceraient quiconque tenterait de passer. Curtis s'excuse de les avoir amenés ici, mais elles lui répondent que tout va bien. Apparemment, la porte de la ville est fermée, et Alan se demande si c'est à cause d'elle, comme une prime d'1 million de dollars. Curtis suggère d'aller voir ce qui se passe à la guilde, mais il dit que les filles doivent malheureusement rester, car la ville est discrètement sexiste envers les guerrières. Alan et Liz se rendent à la guilde, et Curtis montre aux autres filles leur dortoir. Elle lui explique qu'elles ne se sentent pas en sécurité dans une telle auberge, car les chevaliers les traquent comme si elles avaient perdu leur chevalerie. Mais Curtis les assure que tout va bien et que les aubergistes ne les trahiront pas. De retour à la guilde, Alan et Liz n'ont pas réussi à obtenir d'informations sur la façon de quitter la ville, mais ils ont confirmé que les chevaliers les recherchaient. À ce moment-là, un chevalier fait irruption, demandant à tout le monde de rester sur place. Parlons du diable. Elle demande à tout le monde où se trouve Alan et son groupe, mais personne ne semble intéressé. Elle offre immédiatement 100 pièces d'or à quiconque balancerait, et tous se précipitent comme des publicités pop-up. L'un d'eux les désigne du doigt, mais ils les suivent déjà de près. Le chevalier court dehors et les poursuit un moment jusqu'à ce qu'Alan décide qu'il est temps de quitter le terrain de jeu et de s'envoler. Elle continue sa course, mais tombe sur un enfant qui se met à pleurer. Elle s'arrête pour s'occuper de l'enfant qui doit être un acteur rémunéré, car il lui a fait perdre leurs traces. Alors qu'ils reprennent encore leur souffle, ils entendent une forte explosion qui semble provenir de l'auberge. À leur arrivée, ils découvrent Oswald retenant les filles captives, promettant de se venger de sa perte d'aura insensée au jardin des elfes. Liz et Alan affrontent Oswald. Elle jette un coup d'œil autour d'elle et trouve Curtis coincé sous des décombres. Elle tente de l'aider à se relever, mais Oswald l'en empêche. Alan reste calme, alors Oswald tente de l'exciter. Tandis qu'il continue de japper sur sa position surélevée, Alan demande ce qui serait le plus rapide, étrangler les otages à mort par Oswald, ou lui faire perdre la tête. Avant que quoi que ce soit ne se produise, Alan se trouvait à des univers parallèles devant lui et lui a tranché le bras. Alors qu'il souffrait, Alan s'est approché, lui demandant d'arrêter de se plaindre. Les cris d'Oswald se transforment rapidement en rire, ce qui soulève quelques questions. Il s'avère que même lui savait qu'il serait cuit contre le MC, alors il révèle qu'il a lancé explosion sur toutes les victimes de la zone et qu'il pourrait en faire des feux d'artifice. Même s'il décidait de couper les mèches comme il l'a fait dans la forêt elfique, il ne pourrait pas sauver tout le monde. Juste avant qu'Oswald n'active le sort, Alan fait surgir son duo Brando intérieur et ralentit le temps, lui permettant de couper les mèches qui relient tout le monde et de sauver les habitants. Bien sûr, ce qui vient de se passer les laisse tous perplexes, y compris Oswald, qui se demande pourquoi son sort ne fonctionne pas. Alan pointe son épée sur lui et c'en est fini pour lui. Il brandit son épée, prêt à trancher la tête d'Oswald, mais un chevalier l'en empêche. Elle refuse de le laisser tuer, car il est membre des Chevaliers du Loup Noir. Malgré le fait qu'il ait détruit une ville entière, elle affirme que c'est le devoir de leur escouade de punir. Au début, Alan répond que cela n'a aucune importance et ne croit pas le Chevalier du Loup Noir, mais Celia jure alors sur son honneur de chevalier qu'elle assumera personnellement la responsabilité de son châtiment, et Alan se retire après avoir entendu cela. Peu après la bataille, Celia fait un rapport sur tout ce qui est arrivé à Lisette. Après cela, Celia demande à punir Oswald, mais Lisette insiste pour que leur chef s'en occupe. Dès que l'hologramme disparaît, une silhouette de loup sombre surgit d'Oswald et l'achève. Retour à la capitale. L'escouade cherche un moyen de s'infiltrer. Curtis suggère d'emprunter le tunnel souterrain secret de la capitale. Comme il est risqué pour un groupe important de s'y faufiler, il se dégonfle et prend la porte principale, tandis que le reste de l'équipe utilise le laissez-passer secret. L'équipe emprunte des tunnels aussi crasseux que mon amour-propre. Bientôt, il rencontre des gardes PNJ, mais grâce à l'invisibilité de Mylène, il passe inaperçu. À ce stade,
il commence à craindre que les chevaliers ne sachent où ils sont. C'est alors que Lisette arrive et écoute nonchalamment à travers son invisibilité, comme un Batman de dessin animé. Mais elle n'a aucune envie d'avoir affaire à la dame et souhaite un tête-à-tête avec Alan. Il leur ordonne donc de partir, prêt à utiliser ses 2 épées. Après le départ des filles, elles se préparent pour un duel. Lisette fait le premier pas en trombe comme un aspirant flash. Au bout d'un moment, Alan comprend qu'elle retient ses coups et l'interpelle, mais Lisette nie cette accusation. Elle se jette alors sur lui avec son épée, mais la menace d'Henriette perturbe sa concentration et Alan lance une contre-attaque impeccable. Avant qu'il ne puisse passer en Super Saiyan, le tunnel s'effondre et il plonge. Lisette et ses compagnons remarquent la fumée provenant des tunnels souterrains et craignent que leur béguin collectif soit mort. Mais grâce au pouvoir de l'armure de complot, Alan revient vivant et en bonne santé. Curtis suggère qu'il se repose, mais Alan allume une lumière bleue avec sa main et part pour une quête secondaire aléatoire. Pendant ce temps, Henriette se détend dans sa chambre en lisant un livre jusqu'à ce qu'un sursaut d'alerte d'Alan la surprenne. Il s'est téléporté à son emplacement pour la sauver, mais Henriette informe le MC idiot qu'elle ne peut être exécutée en tant que chef de la famille limbiste. Après avoir entendu cela, Alan réalise qu'il a tiré des conclusions hâtives, ce qui pousse Henriette à lui demander s'il s'inquiétait pour elle. Il n'hésite même pas, répond simplement oui, et le fichier .exe d'Henriette cesse de répondre. Elle lui dit de partir et de ne pas s'inquiéter. Alan lui fait donc ses adieux et se téléporte. Le lendemain, l'équipe se réunit à nouveau. Curtis révèle que sauver Henriette pourrait déclencher une guerre ouverte, ce qui signifie qu'il devrait quitter l'Empire sans rien faire. Cependant, les filles sont toutes en désaccord avec ce plan. Curtis promet alors qu'il trouvera certainement quelque chose pour la sauver et implore leur confiance. C'est alors qu'Alan se lève et dit qu'il devrait y aller. Curtis va retrouver Henriette dans sa cellule et lui révèle qu'il a tout organisé tout seul. Elle n'y croit pas, et c'est alors que Curtis exerce son pouvoir. Il abandonne alors la plus maudite des propositions, devenir empereur et épouser un membre de la maison limbiste. Malheureusement, Henriette renonce à son idée de génie et s'endort aussitôt. Curtis lui laisse donc le temps de réfléchir. Après qu'Alan et son équipe ont quitté la capitale, Lisette s'approche de la cellule d'Henriette et lui donne un livre sur les héros. Il s'avère qu'Henriette a toujours été une fan inconditionnelle des héros depuis sa vie précédente. Mais la chatte, elle, a toujours détesté la façon dont le héros meurt à la fin. Alors elle a fait de son mieux pour guider Alan dans la vie comme si elle était Navi dans Zelda. Mais hélas, rien n'a changé pour lui. Plus tard, Curtis repasse. Toujours aussi languissante, mais elle préfère mourir que de travailler avec un raté comme lui. Alors il commence à énumérer les menaces comme s'il lisait une liste de méchants, y compris envoyer un assassin pour tuer Alan. Mais rien n'est assez convaincant. N'ayant pas d'autre choix, l'homme s'écrase et agresse Henriette d'une manière dont Andrew Tate serait fier. Puis il réalise qu'il a raté le sac et s'enfuit. Pendant ce temps, l'équipe d'Alan fait le plein de provisions. Après avoir envoyé Marlène et Noël faire une course, Alan prend des nouvelles de Lisette, qui est bien décidée à sauver Henriette, qu'elle le veuille ou non. Même le chevalier à côté est d'accord, et tous deux reconnaissent de qui il s'agit. De retour en cellule, Curtis revient, et cette fois, il est craqué. L'air d'un fanatique de Scooby-Doo, il supplie Henriette de diriger l'Empire avec lui. Puis, il se précipite sur elle comme Didi lorsqu'il met la main sur de l'huile pour bébé. Mais Henriette refuse, comme à son habitude. Puisque c'est sa décision, Curtis crée des mains d'ombre et les utilise pour l'étrangler. Juste avant que les choses ne deviennent complètement truquées, Alan fait son entrée en tant que maître de cérémonie et la libère tel le héros que nous sommes venus voir. On apprend ensuite que le chevalier mystérieux du début était en réalité Celia, et qu'elle en avait assez des dessins de méchants osés de Curtis. Il y a quelque temps, Curtis a fait un vœu à une horreur surnaturelle, faire d'Henriette sa propriété. L'entité ouvre alors un portail et fait apparaître nonchalamment la tête de l'empereur, comme si elle était expédiée le jour même sur Amazon. Curtis comprend alors que la couronne est à saisir, mais il ne pensait pas être admis dans la famille royale. C'est alors que l'homme de l'ombre décide de lui accorder le pouvoir de renverser la situation. Curtis ramasse un couteau à proximité et entame sa carrière de tueur en série. Parallèlement, il commence à absorber ce pouvoir. De retour dans le présent, Curtis est enragé et saccage la pièce. Il commence à lancer ses mains d'ombre sur eux comme Doc Ock, mais Celia et Alan les découpent en deux. Curtis tente d'utiliser une main d'ombre pour attaquer Alan, mais il rate sa cible et finit par briser l'armure de complot de Celia. Heureusement, elles sont encore intactes. Alan bondit alors en l'air, comme s'il était prêt à clore l'anime, et étouffe Curtis d'une claque. Mais ce n'est pas tout. Alan qualifie toute l'histoire du méchant de Backley. Après quelques questions, il comprend enfin que Curtis n'a jamais voulu de pouvoir. Il voulait juste Henriette. Maintenant avec son énorme aile, le jeune homme vierge au soja traverse une crise existentielle et s'effondre parce qu'il n'a pas de demoiselle. Mais Henriette ne supportait pas de voir le perdant pleurer, alors elle va lui offrir un soutien émotionnel. Cependant, Bro ne se laisse pas faire. Il s'accroche à Henriette et décide de tuer Alan. Maintenant qu'il est sous le contrôle du pouvoir,
Alan réalise qu'il n'a d'autre choix que de mettre fin aux chances de Curtis de coucher un jour. Curtis lance son attaque d'ombre qui submerge les deux héros, mais Lisette surgit, lacère les synthétiseurs de bras et déclare rembourser sa dette envers Alan. Curtis la traite de traîtresse, mais Lisette lui lance le classique L+ ratio, on perd de toute façon. Curtis passe alors en mode boss final, et Alan passe en mode MC complet. Curtis déclenche une méga attaque d'ombre, mais Alan la réduit en miettes, car il est simplement construit différemment. Alan utilise alors sa compétence ultime et se précipite pour poignarder Curtis, son épée se mettant à briller intensément. On entre alors dans la dimension mentale. Curtis mentionne qu'Alan aurait pu devenir ce qu'il voulait avec le pouvoir qu'il avait, mais qu'il est resté un moins que rien. Mais Alan dit qu'il veut juste vivre en paix. Finalement, l'ombre maléfique disparaît. Henriette le remercie terriblement, mais Lisette intervient en disant qu'ils doivent s'échapper. Sur ce, Alan prend congé. Finalement, la véritable histoire de l'assassinat de l'empereur n'a jamais été révélée et Henriette a été exécutée, mettant fin à la famille Linviste. Mais Alan a réécrit la fin en la sauvant. Plus tard, lors d'un pique-nique, Henriette lui demande pourquoi il l'a secouru. Alan répond alors que c'est ce qu'il voulait faire. Après avoir entendu ces paroles, Henriette réalise qu'Alan est vraiment le héros de tous. Merci d'être resté jusqu'à la fin, légende absolue. Si vous voulez voir la deuxième partie, écrivez « Alan et l'homme », abonnez-vous, et cliquez sur l'une de nos autres vidéos passionnantes à l'écran. Restez géniaux, restez geeks.